Le journal de 20h, David Pujadas. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la stupeur après les révélations sur l'affaire Patrick Buisson. L'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy enregistrait ses conversations à l'Élysée. Plusieurs sont publiées dans la presse. Les proches de l'ancien président dénoncent une trahison. La gauche parle d'affaires d'État. Les faits, les réactions et les informations de Nathalie Saint-Cric dans un instant. Un accord sur le pacte de responsabilité. 3 syndicats ont trouvé un compromis avec le patronat. Quelle contrepartie? Réponse dans un instant. La date butoir pour les municipales, les listes doivent être déposées avant demain 18h. Le Front National a-t-il bouclé les siennes? Marine Le Pen est notre invitée dans le cadre de la campagne. Bonsoir et à tout à l'heure. Un gros chèque plutôt que des sanctions. L'Union européenne débloque une aide de 11 milliards d'euros pour arrimer l'Ukraine à l'ouest. François Baudonnet sera en direct à Bruxelles. Dans ce journal également, notre enquête sur la seconde vie des smartphones. Plus besoin de se ruiner en cas de casse. Un marché de la réparation et de l'occasion est en train de naître. C'est notre dossier ce soir. Et puis la révolte contre la pollution sur le toit du monde. Nous partirons pour l'Everest où chaque alpiniste devra désormais ramener 8 kilos de déchets sous peine de poursuite. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Beaucoup avaient du mal à y croire. Le Canard enchaîné et le site Atlantico en apportent aujourd'hui la preuve. Patrick Buisson enregistrait bien ses conversations avec Nicolas Sarkozy alors qu'il était l'un de ses principaux conseillers à l'Élysée. Il se servait d'un dictaphone dissimulé dans sa veste. On va s'arrêter en détail sur cette affaire qui provoque beaucoup de remous aujourd'hui. Les faits d'abord, Guillaume Darret, Lou Cricorian. Les deux hommes s'affichaient très peu ensemble. Les photos sont donc extrêmement rares. Patrick Buisson, conseiller de l'ombre, était pourtant de la plupart des réunions stratégiques. Comme ce 26 février 2011, écoutez bien, il arrive au pavillon de la Lanterne. Salut Pierre. Bonjour, ça va? Dans sa poche, un dictaphone qui enregistre tout. Nous sommes à la veille du remaniement, au menu un éventuel changement de Premier ministre, et voici ce qu'en dit Nicolas Sarkozy. Remplacer Fillon par Borloo, c'est grotesque. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait remplacer Fillon aujourd'hui, c'est Juppé. Je m'entends très bien avec Alain, même si Fillon n'est pas décevant. Il est comme on le sait. Ces enregistrements révèlent aussi la ligne droitière vers laquelle Patrick Buisson veut emmener Nicolas Sarkozy. Alors que ce dernier s'inquiète pour son ami Brice Hortefeux, qu'il va écarter quelques heures plus tard du ministère de l'Intérieur, le conseiller, lui, est sans pitié. En matière d'immigration, Brice est inhibé. Une partie de notre électorat manifeste une certaine impatience. Patrick Buisson sans pitié non plus pour Roselyne Bachelot, Xavier Darcos et Michel Alliot-Marie, archi nul selon lui. Quant au garde des Sceaux de l'époque, Michel Mercier, il est jugé calamiteux lors d'une conversation avec un autre conseiller. Chacun peut émettre les jugements qu'il veut sur l'action d'un ministre. Tout ça est médiocre et n'est pas digne de quelqu'un qui a la confiance du président de la République. Je n'ai pas décidé de porter plainte pour une simple et bonne raison. C'est que les critiques de ces deux conseillers occultes, finalement, tout cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est évidemment ce qui s'est passé, le scandale. On a dit, et je n'ai pas été la seule à le dire, à gauche et à droite, à quel point ces choses étaient scandaleuses, attentaient à la dignité de l'État. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy se dit consterné. Il y a quelques semaines, Patrick Buisson lui assurait pourtant que ces enregistrements n'existaient pas. Je te préviens, si c'est vrai, on ne se verra plus jamais, le menace alors l'ancien président. Aujourd'hui, l'avocat de Patrick Buisson reconnaît pourtant les faits. D'aucuns prenaient des notes, d'aucuns avaient leur iPhone sur la table, et donc lui, il faisait des enregistrements pour le travail. Après, il retranscriptait, ça lui permettait de faire d'autres propositions ou contre-propositions. Faux, personne n'enregistrait, assurent pourtant les autres conseillers que nous avons contactés. Que cherchait alors Patrick Buisson? Apparemment, à se protéger. C'était clairement une assurance vie pour lui. À l'Élysée, il avait énormément d'ennemis. Et ce qu'il disait à ses très très proches, c'était que ça ne pouvait pas nuire d'avoir des éléments éventuels sur les uns ou sur les autres. Nicolas Sarkozy portera-t-il plainte contre Patrick Buisson? Il se laisse le temps de la réflexion, nous a confié ce soir l'un de ses proches conseillers. Bonsoir Nathalie Saint-Cric. Dans un instant, vous nous apporterez d'autres informations sur ces enregistrements. On entendra votre analyse. D'abord, qui est Patrick Buisson, dont le profil a toujours été controversé? Jeff Wittenberg, Guillaume Michel.
Ses interlocuteurs, il les séduit ou il les indigne. Mais Patrick Buisson ne suscite jamais l'indifférence. Il est d'abord un homme de l'ombre, un vrai. Lui qui pratique l'enregistrement clandestin refuse toute interview face à un micro. C'est un soutien de Nicolas Sarkozy à Jean-François Copé, M. Buisson. C'est une très belle journée de printemps dans le Ses idées, il ne s'en est jamais caché, sont à droite, très à droite. Dans les années 80, il dirige l'hebdomadaire Minute. Et il est un soutien affiché de Jean-Marie Le Pen. À Marseille, dans certains quartiers, on barre les rues à l'heure de la prière. Le président du Front National est au pupitre. Patrick Buisson applaudit à la tribune. Un temps avec Philippe de Villiers, le succès et la mise en pratique de ses idées politiques, c'est auprès de Nicolas Sarkozy qu'il va les connaître. Le futur président est bluffé par ce féru d'histoire qui lui conseille de parler au peuple et plus tard à l'Élysée de mettre en avant le thème de l'identité nationale. Lorsque j'arrive à l'Élysée, c'est à Patrick Buisson que le président donnait la parole en premier. Ça permettait de fixer le cadre. Comme un médecin, il vous donne à la fois le bon diagnostic de la sociologie politique du pays et il vous donne en même temps le remède. Il sait quels sont les mots qui font plaisir à l'oreille de certains électeurs et de nos électeurs. Il sait qu'il faut parler de drapeau, il sait qu'il faut parler de bleu, blanc, rouge. Le remède, les bons mots. En 2012, cela ne suffit pas. La campagne de Nicolas Sarkozy, trop droitière selon certains, et donc la défaite, lui sont en partie imputées. Ce fervent catholique que le chef de l'État avait présenté au pape Benoît XVI n'a pas l'intention de s'en repentir. Son diagnostic reste que la France penche de plus en plus vers la droite. Jean-François Copé continue d'ailleurs de le consulter lorsqu'il vante la droite décomplexée. Aujourd'hui, Patrick Buisson, déjà mêlé à une enquête judiciaire pour des sondages commandés à sa société par l'Élysée, est au cœur du scandale politique. Pas inédit pour lui. En 1987, il avait été évincé du journal Minute pour avoir, selon certains confrères, posé des micros dans la rédaction. Et dans un instant, on entendra les réactions. Elles sont évidemment nombreuses. Mais d'abord, on va plus loin avec vous, Nathalie Saint-Cric. 3 questions simples. D'abord, ces enregistrements sont-ils un délit? A priori, oui, David. Leur diffusion est illégale. Au terme de l'article 226.1 du Code pénal, constitue une atteinte à la vie privée toute captation, enregistrement, transmission d'une conversation sans le consentement de son auteur. Et puis là, circonstance aggravante, dans cette affaire, c'est le statut de la victime ainsi piégée, puisqu'il ne s'agit pas de votre voisin de palier, David, mais du chef de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres bandes, d'autres enregistrements susceptibles d'être dévoilés? Il y a des centaines d'heures, David. Patrick Buisson est un maniaque de l'enregistrement. Depuis des années, il enregistre tout. Son avocat dit ignorer le stock de conversations ainsi enregistrées. Alors l'intégralité de ses propos volés ne sera peut-être pas rendue publique, mais il faut s'attendre à ce que le feuilleton continue. Dernier point, est-ce que ces révélations affaiblissent Nicolas Sarkozy alors qu'il songe à un retour? Elles l'affaiblissent évidemment, David, car si à première vue Nicolas Sarkozy est une victime, à y regarder mieux, il est aussi coupable. Coupable de manque de discernement dans le choix d'un de ses proches conseillers, alors que beaucoup l'avaient mis en garde. En fait, cette histoire restera anecdotique et un peu ridicule pour Nicolas Sarkozy si rien de politiquement grave n'est révélé. Dans le cas contraire, cette affaire sera un boulet. Merci Nathalie pour cette analyse. Cette affaire, en tout cas, elle a provoqué un choc, bien sûr, à droite comme à gauche. Les réactions avec Hélène Hugues et Mathieu Drejoux. À droite comme à gauche, c'est une surenchère de qualificatifs pour dénoncer les agissements de Patrick Buisson. Ce sont des pratiques détestables. Je suis atterré par de telles pratiques. C'est répugnant, déclare François Fillon. Inacceptable pour Jean-Pierre Raffarin. Il y a de quoi tomber de sa chaise. Écouter quelqu'un à son insu, c'est d'une extrême violence. C'est quelque chose d'inacceptable sur le plan humain. Les proches de Nicolas Sarkozy se disent, eux, personnellement blessés. À la fois la confiance a été trahie, mais c'est vraiment une trahison, et puis aussi que nous vivons tous cet événement comme une sorte de viol. Seul Jean-François Copé tente de dédramatiser une affaire délicate pour son propre camp. Ce sont des révélations qui nous ont tous stupéfaits, naturellement. Mais enfin, en tant que chef de l'opposition, je ne laisserai pas détourner le débat public de ce qui est pour moi l'essentiel, c'est l'avenir de notre pays à l'occasion de ces élections municipales. À gauche, pas question de minimiser l'affaire, bien au contraire. C'est quand même une affaire exceptionnellement grave. On parle d'écoutes qui ont été réalisées sur les plus hautes personnalités de l'État. J'imagine que les personnes concernées vont porter plainte. En tout cas, elles ont toute légitimité à le faire. Et si Nicolas Sarkozy ne porte pas plainte, le Parti socialiste envisage d'ores et déjà de demander la création d'une commission d'enquête parlementaire.
Et ce même soir, à droite toujours, une image peu fréquente et qui prend un relief particulier. Jean-François Copé et François Fillon, côte à côte, pour un meeting de la campagne des municipales ici à Strasbourg. François Fillon qui s'est contenté d'un adjectif à propos de ces enregistrements, c'est répugnant, a-t-il affirmé dans un communiqué, image tournée tout à l'heure et qui nous arrive à l'instant par Mathieu Drejoux. Et comme convenu dans le cadre de cette campagne, nous recevons Marine Le Pen pour le Front National. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Un mot d'abord peut-être de ces révélations. C'est une affaire grave. Les institutions sont affaiblies d'après vous ? C'est une affaire grave car peut-être qu'il existe dans ces enregistrements des révélations qui touchent à la sécurité nationale, qui touchent à notre diplomatie dans le monde, des choses qui normalement ne doivent pas sortir du bureau du président de la République. Ces enregistrements sont dans la nature et c'est vrai que ça m'apparaît inquiétant. En même temps, qu'est-ce que vous voulez, quand on est un admirateur de la loi de la jungle, il ne faut pas s'étonner de se faire piquer par un serpent. Vous le connaissez, vous, Patrick Buisson? On a vu une photo tout à l'heure avec Jean-Marie Le Pen lors d'un meeting, par exemple, il y a quelques années. Êtes-vous vous-même proche de Patrick Buisson? Pas du tout. Je l'ai rencontré une seule fois dans ma vie et il ne m'a pas fait particulièrement une bonne impression. Le Parti socialiste souhaite une commission d'enquête. Vous la souhaitez aussi? Oui, ils s'y connaissent en matière d'écoute. Je me souviens à l'époque de M. Mitterrand, cette affaire très grave où il faisait écouter aussi ses adversaires. Donc ils doivent sûrement avoir une certaine expérience, peut-être même une expertise en la matière. Alors les municipales, je le disais en titre, c'est demain la date butoir pour le dépôt des listes. On sait que le Front National a traditionnellement des difficultés pour les constituer. Pour ces élections-là, les municipales, pouvez-vous nous dire ce soir dans combien de communes il y aura des listes Front National? Oui, objectif rempli. Nous envisagions, nous étions donnés comme objectif 500 listes. Nous en avons ce soir 550. Et peut-être encore un peu plus demain, puisque le délai dure jusqu'à demain soir. Nous serons donc présents dans 400 villes de plus de 10 000 habitants. Sur combien? Sur 950 à peu près, et avec 21 000 candidats sur les listes. Et donc 30% de la population française pourra voter pour le Front National dans ces municipales. C'est donc un grand succès pour nous de pouvoir ainsi développer notre implantation locale. Alors c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. Vous pouvez dire c'est un progrès, c'est vrai, par rapport à 2008. En même temps, le Front National n'arrive pas à constituer des listes dans toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Non, mais une sur deux. Est-ce que c'est pas le signe quand même d'une implantation qui fait défaut? Non, mais monsieur, aucun parti n'arrive tout seul à constituer des listes dans l'ensemble des villes de plus de 10 000 habitants. Il y a des départements dans lesquels, dans de nombreuses villes de plus de 10 000 habitants, l'UMP n'est pas présent. C'est le cas notamment en Seine-Maritime. Donc, il y a plus de listes UMP que de listes Front National. Oui, vous avez raison, c'est vrai, ils ont des sortants. Nous partons effectivement sans implantation locale. Donc, nous partons avec un handicap, mais je crois que nous allons rattraper ce handicap et offrir la possibilité aux Français de voter pour une autre gestion municipale, d'autres idées politiques, envoyer une grande bouffée d'oxygène dans les conseils municipaux où nous serons élus, car j'espère que nous aurons plus de 1000 élus municipaux à l'issue de ces élections. 1000 contre une cinquantaine aujourd'hui, je crois. Est-ce que les villes conquises par le FN, s'il y en a, seront un laboratoire des idées du Front National? J'aime pas du tout ce terme de laboratoire. Je veux dire, les habitants sont pas des rats. Je déteste cette expression. Ils seront le moyen pour nous d'apporter la preuve aux Français qui en attendent, la preuve de notre compétence, la preuve de notre pugnacité, de notre courage et du respect aussi des promesses que nous avons pu faire pendant la campagne. Fondamentalement différent, puisque vous dites vous-même la préférence nationale, on ne peut pas l'appliquer dans les villes. Tout. Dans les villes que nous gagnerons, nous baisserons les impôts, nous arrêterons de dépenser l'argent public avec mépris, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous arrêterons le subventionnement aux associations communautaristes, aux associations politisées. Nous défendrons les petits commerçants contre la prédation des grandes surfaces. Et ça, pardon, beaucoup de candidats le mettent en avant aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment un signe distinctif du Front National? Oui, beaucoup de candidats font beaucoup de promesses pendant les élections, vous avez raison, et ils ne les respectent jamais lorsqu'ils sont en poste. Eh bien, c'est bien cela que nous allons prouver aux Français. Nous ne sommes pas comme les autres, et ils ont donc raison de nous faire confiance et de considérer que nous représentons objectivement l'espoir de rompre avec aussi toute cette politique déliquescente. Merci Marine Le Pen d'avoir été notre invitée ce soir. Autre titre, c'est le projet phare du gouvernement pour tenter de redresser la situation économique. Le pacte de responsabilité a fait l'objet d'un premier accord tout à l'heure entre 3 syndicats, dont la CFDT et le patronat. Quelles sont les contreparties prévues? Valérie Lerouge, Tiffaine de Tricorne. Après une ultime journée de négociation, le patronat a convaincu 3 des 5 syndicats de se rallier à son texte.
Pourtant, la dernière mouture n'est pas très différente de celle de ce matin. Il n'y a aucune contrepartie chiffrée de création d'emplois en échange de l'allègement de charges, d'où la colère de Force ouvrière. 5 milliards, et après c'est de dire faites-nous confiance. Ben non, on lui fait pas confiance. On disait que c'était un marché de dupes, c'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes. Donc c'est prends l'oseille et tire-toi. Hein. La fracture est nette dans le camp syndical car pour la CFDT, il y a bien des avancées. Des chiffrages seront discutés branche par branche et les salariés auront leur mot à dire sur ce que les entreprises feront de leur marge. Ce soir, la CFDT estime que pour la partie engagement des partenaires sociaux sur le pacte, elle a obtenu ce qu'elle demandait. Donc maintenant, on sera vigilant évidemment à la suite du pacte, parce que ça, ce n'est qu'une partie du pacte. Le patronat, lui, ne pavoise pas, mais le MEDEF peut se satisfaire d'un accord arraché à moindre frais. Ce qui est important dans un pacte de responsabilité, c'est que les acteurs, et c'est l'esprit de ce document, enfin, jouent davantage sur la confiance et la responsabilité conjointe. Soulagé, le gouvernement va s'appuyer sur cet accord pour concrétiser le pacte promis par François Hollande. Un projet de loi sera présenté après les municipales. Et dans le même temps, la Commission de Bruxelles accroît la pression sur la France. Elle décide de la placer sous surveillance renforcée pour, je cite, son manque de compétitivité, pour le niveau de sa dette et pour ses déficits, selon le commissaire Olli Rehn qu'on a aperçu. Il est en charge des affaires économiques. Paris tarde à faire les réformes qui s'imposent et fait même peser un risque à l'ensemble de la zone. L'économie encore. Que va devenir le deuxième opérateur de téléphonie français SFR? Les candidats à son rachat déposent leur dossier ce soir. Une opération à 15 milliards d'euros. Bouygues est pressenti, ainsi que Numéricable. Le gouvernement a son mot à dire. Il indique qu'il privilégiera l'emploi. Et à propos de téléphone, notre enquête sur la seconde vie des smartphones. Jusqu'à présent, un téléphone à écran tactile s'achetait neuf et rien d'autre, et très cher de préférence. Désormais, c'est terminé. Un marché de l'occasion émerge. Des usines de reconditionnement voient le jour. Enquête réalisée par Julien Dupéret et Reda Settar. Une boutique de téléphone parmi des centaines d'autres dans Paris? Pas exactement. Ici, tout est d'occasion. Des smartphones à prix cassé, entre 20 à 50% moins chers que les neufs. 479 €. Et en neuf, vous le payez combien? C'est écrit juste en dessous à 699 €. Mais d'où viennent ces téléphones en bon état à prix imbattable? En fait, ils ont été rachetés majoritairement à des particuliers. Sur Internet, une dizaine de sites proposent ces transactions. En 5 minutes, vous pouvez y vendre votre appareil. Un service fourni aussi dans certaines boutiques. Nous avons essayé. Ce smartphone a plus de 3 ans, mais il fonctionne. Je vais donc voir à quel prix je peux le revendre. Les spécialistes de cette boutique de rachat vont passer le portable au crible. Marque, année, état de fonctionnement ou encore rayures vont déterminer le prix. Donc le prix du téléphone dépend de votre modèle et de la capacité. Donc là, on va vérifier sa capacité pour déterminer son prix. Donc là, ensuite, on va vérifier qu'il est bien fonctionnel et qu'il charge correctement. Il est considéré comme neuf. Et il vaut 126 € à l'achat. 126 € et c'est une deuxième vie qui commence dans cette usine à Brive. Via ce sas de sécurité, 350 000 portables, principalement des smartphones, arrivent chaque année. Première étape, vérification de la pièce d'identité du vendeur pour éviter les téléphones volés, puis c'est le tri. 70% des appareils les plus anciens seront revendus à l'étranger. Le reste ira sur le marché de l'occasion français. Mais avant, ils sont rénovés. Celui-là, le bouton est dur et il ne fonctionne pas. On ne peut pas l'éteindre. Tournevis, scalpel, tel un chirurgien, le technicien ouvre le téléphone. L'opération très minutieuse va durer 20 minutes. Le bouton défectueux niché au fond de l'appareil est extrait. Et pour le remplacer, il suffit de prélever la pièce sur la carcasse d'un autre téléphone. Donc je vais le dépouiller jusqu'à ce que toutes les pièces bonnes, je les ai utilisées. Donc je vais repositionner le flex. Une réparation à moindre frais car le reste du téléphone est en parfait état. Grâce à cela, l'entreprise fait une marge de 30% entre l'achat et la revente. Ce marché de l'occasion est une filière en or. Les consommateurs ont pris l'habitude de changer de téléphone très souvent. Les produits sont des produits de bonne qualité. Des produits qui sont faits pour vivre en les entretenant régulièrement 5 ans sans problème. Donc si on en change au bout d'1 an, le produit peut continuer à vivre. Dernière vérification.
Allô. Un coup de téléphone avant d'expédier le produit. Seulement 10% des consommateurs recyclent aujourd'hui leur portable. Les suites des événements en Ukraine avec d'abord un chiffre ce soir, 11 milliards d'euros. C'est l'aide que l'Union européenne décide d'attribuer au régime. On va y venir dans un instant. D'abord un point sur la situation sur place. On a tendance à croire que la seule ligne de fracture sépare les Ukrainiens et les Russes. De fait, au sein de chaque communauté, les avis sont partagés. Regardez le reportage à Kiev d'Arnaud Boutet, Thomas Henkel et Beate Wolfhard. L'immeuble se situe dans un quartier populaire. Mikhail, ukrainien, ancien contremaître, occupe un petit appartement avec son épouse Alexandra. Lui parle en russe, a longtemps vécu à Vladivostok, elle s'exprime en ukrainien et ses deux grands-parents s'opposent sur la crise. Alexandra attaque Vladimir Poutine, son mari temporise. Il défend son pays et nous défendons l'Ukraine. Mais nous, on ne l'attaque pas. Silence. Moi, je dis qu'il ne nous souhaite rien de bien. On devrait s'unir, mais il est vrai que la période actuelle n'est pas favorable. Alexandra soutient le gouvernement provisoire de l'Ukraine, pas Mikhail. Et à l'image de nombreuses familles, la Crimée s'invite dans les discussions. Pourquoi les Russes se mêlent-ils de nos affaires? Et pourquoi viennent-ils chez nous? La situation s'est stabilisée? Non, rien n'est stabilisé. Quelle que soit la situation, pour Mikhail, il existe toujours un peu de nostalgie. Tout le monde était bien dans l'Union soviétique. La remarque sonne comme un pied de nez à la nouvelle génération. En Ukraine, la situation actuelle ne laisse personne indifférent. Et l'information du jour, on le disait, c'est donc ce plan d'aide de 11 milliards d'euros décidé tout à l'heure par les ministres européens à Bruxelles. Bonsoir François Baudonnet, vous avez suivi ces négociations. Est-ce qu'on peut parler de diplomatie des espèces sonnantes et trébuchantes ? En tout cas, ça y ressemble fort, David. Il y a encore quelques jours, ici à Bruxelles, on me disait l'Europe n'achète pas l'Ukraine. L'Europe, ce sont des valeurs, c'est un projet commun, une vision. On ne va pas surenchérir sur la Russie, d'autant que nos caisses sont vides. Aujourd'hui, changement radical de ton. L'Union européenne annonce, vous l'avez dit, 11 milliards d'euros pour Kiev, une partie sous forme de dons, 1,4 milliard d'euros, et tout le reste, 9,6 milliards sous forme de prêts. Or, s'il y a un accord du FMI, les premiers euros de Bruxelles pourront arriver à Kiev dans les semaines qui viennent. Ce qui veut dire que, 1, l'Europe s'apprête à soutenir financièrement un gouvernement non élu, puisque les élections sont le 25 mai, et que 2, surtout, elle a compris que c'est le prix à payer pour arrimer le pays à l'ouest. Et si vous regardez bien le total de ce que l'Europe met maintenant sur la table, eh bien c'est à la décimale près les 12 milliards d'euros que Moscou avait proposé à Kiev. Mais évidemment, seules les mauvaises langues pensent que ce n'est pas un hasard. Merci François. On l'a compris, la priorité est à la diplomatie. Tout à l'heure, à Paris, étaient réunis autour de François Hollande, John Kerry pour les États-Unis, en compagnie de son homologue russe Sergueï Lavrov. Et ce soir, une rencontre semblait possible avec le représentant ukrainien à Paris, lui aussi. Ça aurait été une première. Finalement, cette rencontre n'a pas eu lieu. Dernière image et coïncidence, c'est aujourd'hui que se déroulent les premiers essais en mer d'un des 2 navires militaires Mistral vendus aux Russes par la France. Image tournée tout à l'heure à Saint-Nazaire. L'actualité judiciaire avec une sanction, une décision qui frappe les esprits. Jusqu'où doit aller la responsabilité? Le tribunal de Montpellier vient de condamner un homme à 6 mois de prison ferme pour homicide par imprudence. On lui reproche d'avoir laissé un ami ivre prendre le volant après une soirée arrosée, un ami qui avait ensuite provoqué un accident mortel. Loubna Anaki, Pascal Caron. Il n'était pas dans la voiture. Pourtant, Mustapha Bouchan, 34 ans, vient d'être condamné à de la prison ferme, jugé responsable d'un accident de la route et de la mort d'une jeune fille. Les faits remontent à décembre 2012. Après une soirée arrosée, Mustapha Bouchan conduit jusque chez lui puis laisse repartir son ami ivre au volant. C'est là que se produit l'accident mortel. Charlotte, étudiante de 18 ans, est fauchée. Mustapha Bouchan, parce qu'il a délibérément remis les clés du véhicule alors qu'il connaissait le comportement du chauffeur qui a tué Charlotte, a été condamné aussi. C'est tout à fait logique. Le conducteur a été condamné à 6 ans de prison. Celui qui l'a laissé prendre le volant est, lui, condamné à 6 mois ferme pour homicide par imprudence. Ses avocats ont fait appel. J'estime donc, au-delà de la peine, que la qualification retenue est une qualification
tant sévère que totalement injustifiée. Des cafetiers, des comités d'entreprise ont été condamnés ces dernières années pour avoir laissé des conducteurs ivres prendre le volant. La décision est plus rare pour de simples particuliers. Alors la justice cherche-t-elle à faire un exemple ? Nous sommes aujourd'hui dans une société d'indifférence, plus que de peur, plus que de défiance. La société d'indifférence. Nous voyons des drames autour de nous et nous ne bougeons pas le petit doigt. Il faut peut-être passer par la case de la justice et de la punition pour nous réveiller. Les parents de Charlotte, eux, veulent désormais s'attaquer à la discothèque où les deux hommes ont passé leur soirée avant l'accident. Il est 20h23, restez avec nous. À suivre, la fin d'une époque dans les grandes écoles. L'école des mines va doubler ses droits d'inscription. Polytechnique pourrait suivre le mouvement, nous verrons pourquoi. Un saut dans l'histoire à l'occasion du centenaire de la Grande Guerre. À quoi ressemblait la vie des Français en 1914 ? Hygiène, école, repas, loisirs. Un livre raconte le quotidien. Et puis, voyage sur le toit du monde. Trop de bouteilles, trop de plastique. L'Everest se révolte contre la pollution et impose le ramassage aux alpinistes. Mais avant cela, c'est l'histoire du jour, celle de la chasse au trésor. C'est éternel. Une boîte en métal dans un jardin, 10 millions de dollars en pièces d'or à l'intérieur. Cela se passe en Californie. Un couple a cru sa fortune assurée. La suite avec Maryse Burgot. 1400 pièces d'or retrouvées dans des boîtes rouillées enterrées dans un jardin, valeur 7 millions d'euros. L'histoire fait évidemment rêver. Pourtant, aujourd'hui, le couple qui a fait cette miraculeuse découverte est très inquiet. Son angoisse est liée à cet article datant de 1900. Il raconte la disparition de pièces d'or d'une valeur à l'époque de 30 000 $. Un vol survenu à l'hôtel des Monnaies de San Francisco. Terrible nouvelle pour le couple resté anonyme et représenté par cet expert en monnaie. S'il est prouvé que ces pièces proviennent du CAS, elles devront être rendues au gouvernement. Dans le doute et dans l'intérêt de ses clients, le spécialiste esquive. Il n'y a absolument aucun lien entre ces pièces enterrées depuis de nombreuses années et cette histoire de coffre-fort volé à l'hôtel des Monnaies de San Francisco. Une certitude, si le couple garde finalement son trésor, il en remettra la valeur à des œuvres de charité. Dans l'actualité également, va-t-on bientôt indemniser les déplacements professionnels à vélo, y compris le trajet domicile-bureau? La proposition est très sérieuse. L'encouragement à l'indemnité kilométrique à bicyclette fait partie d'un plan du gouvernement. Elle va être expérimentée. Cyril Zah, Jean-Jacques Le Garec. Dernier tour de roue avant d'arriver sur son lieu de travail. Depuis 2 ans maintenant, Maloricia traverse ainsi Paris à bicyclette. Porte à porte, ça fait combien de kilomètres? 9 kilomètres. Tous les jours. Et pourquoi? Tous les jours, parce que je fais mon sport, c'est plus rapide et plus sympa. Pour tous ceux qui, comme elle, vont travailler à vélo, le ministère des Transports propose d'indemniser à hauteur de 25 centimes d'euros le kilomètre parcouru. Une indemnisation qui existe déjà pour les transports en commun, pris en charge dans certaines entreprises à hauteur de 50%. Pour les trajets en voiture, l'indemnité est de 50 centimes le kilomètre en moyenne, car tout dépend de la cylindrée. À vélo, Maloricia a fait ses comptes. Pour son trajet partant du 15e arrondissement pour rejoindre ses bureaux situés dans le 11e arrondissement, c'est au total 18 km aller-retour. Bonjour tout le monde. Avec l'indemnité, c'est ainsi 80 € par mois qui lui seraient versés. Mais si dans la start-up qu'elle a fondée, les 10 salariés optent pour le vélo, elle espère un coup de pouce de l'État. Cela représenterait un coût pour nous aujourd'hui. Nous sommes une start-up, donc nous faisons face à déjà beaucoup de coûts qui sont difficiles à gérer au quotidien. Par contre, si on était aidé de l'État, d'être défiscalisé sur ce coût serait une très bonne idée. L'indemnité kilométrique vélo est pour l'instant une expérimentation avec des entreprises volontaires. Selon le succès rencontré, elle pourrait bien devenir obligatoire, comme c'est le cas depuis quelques années chez nos voisins en Belgique. L'éducation, avec peut-être la fin d'une particularité française. Jusqu'à présent, nos grandes écoles ou grandes universités faisaient figure d'exception dans le monde pour la faiblesse relative de leurs droits d'inscription et même leur quasi-gratuité parfois. Eh bien, tout est en train de changer. La prestigieuse école des mines va en doubler le montant. Polytechnique devrait suivre le mouvement. D'autres encore. Jian Benzina, Yann Moine. Pour passer la porte de cet amphithéâtre, les étudiants devront payer plus cher. L'Institut Mines Télécom Paris regroupe 9 écoles d'ingénieurs de haut niveau dans toute la France. Une formation publique qui, à la rentrée prochaine, va augmenter ses droits de scolarité.
de 850 à 1850 € pour les étudiants français et de l'Union européenne. Pour les étrangers hors UE, il grimpe jusqu'à 3850 €. Pour ces étudiants qui ont choisi cette formation de pointe, c'est le prix de l'excellence. La qualité de l'enseignement est à prendre en compte et c'est vrai que là on est dans une des très bonnes écoles françaises et très bien d'y être. 1000 élèves seront concernés à la rentrée. L'établissement a ainsi répercuté une baisse des subventions de l'État. Les boursiers, soit 35% des effectifs, sont exonérés. Pour le directeur, c'est un investissement à long terme. C'est une manière finalement pour nos élèves de contribuer un petit peu à ces coûts de scolarité de 15 000 € par an qui, au bout de 3 ans, leur permettent d'avoir des diplômes et d'être placés sur un marché où ils vont toucher entre 35 000 et 45 000 € en gros de salaire annuel moyen. Augmenter ses tarifs, d'autres grandes écoles ont sauté le pas. C'est le cas de l'université Paris-Dauphine. Après une première hausse il y a 2 ans, l'établissement vient de revoter une augmentation indexée sur les revenus des familles. Elle va de 2 à 41%. La plus haute tranche passe ainsi de 4 200 à 5 940 €. Une hausse diversement appréciée selon la situation des étudiants. C'est évidemment mes parents qui paient les frais de scolarité, donc je suis vraiment navré, je ne vais pas pouvoir vous répondre mieux à cette question. J'habite Marseille, je viens à Paris, je paye déjà un loyer qui est exorbitant. Les frais pour mes parents c'est assez difficile, donc si en plus on a des frais de scolarité qui augmentent, c'est quand même pas facile à vivre, quoi. Pour la direction, cette hausse n'est pas incompatible avec la mission d'un établissement public. Quand des étudiants sont en master, est-ce que c'est à la collectivité publique de supporter la totalité du coût de leur formation? Ils tirent un bénéfice individuel, personnel de cette formation. Alors à ce niveau de formation, il ne me paraît pas abusif de leur demander une contribution complémentaire. Pour ce syndicat étudiant, le risque est de suivre le modèle anglo-saxon et ses frais de scolarité exorbitants. En France, depuis une dizaine d'années, c'est moins 5 points dans la part des catégories populaires qui accèdent à l'enseignement supérieur. L'ascenseur social est en panne et on n'a pas besoin d'une barrière financière supplémentaire dans l'accès aux études. La tendance se confirme pourtant. L'école polytechnique, elle aussi, étudie l'option d'une hausse des frais de scolarité. Les sciences, on ne l'a appris que cet après-midi. Un astéroïde est passé il y a quelques minutes tout près de la Terre, un géant de 30 mètres de long qui a frôlé notre planète. Bonsoir Christophe de Valambra. A-t-on évité le pire ? Oui, mais en vérité, David, il n'y a pas de grand danger. Regardez, notre astéroïde qu'on appelle DX110 est passé à peu près ici, près de la Lune, à 350 000 km de la Terre. Mais attention, on sait quand même entre la Terre et la Lune, alors c'est un peu notre jardin. On y prend garde à ces astéroïdes. Mais vous savez, demain, un autre va passer encore plus près. Il fait que 15 mètres, celui-là. Mais donc ce n'est pas si rare que des astéroïdes nous frôlent. L'an dernier, par exemple, l'un d'eux s'est écrasé. Souvenez-vous de ces images. En Russie, il faisait une quinzaine de mètres, celui-là. Il a fait quelques blessés, mais pas de grosses catastrophes. À vrai dire, on commence vraiment à être inquiet quand les astéroïdes atteignent les 100 mètres de diamètre. Ce sont en tout cas ceux-là que la NASA surveille. Vous allez voir, il y en a actuellement qu'elle tient à l'œil 10 648. Alors, on peut être légèrement inquiet quand on voit cette liste, mais rassurez-vous, aucun d'eux ne vient droit sur nous. Voilà, pas de panique, on devient carrément blasé. Merci Christophe. Les sciences toujours, avec cette découverte fascinante. Un virus géant âgé de plus de 30 000 ans, un virus d'un nouveau genre. Il a été mis au jour dans le sol gelé de Sibérie. Explication Anne Guéry avec notre bureau à Marseille. Tchoukotka en Sibérie, des températures entre moins 15 et moins 35 degrés, un sol gelé en permanence appelé le permafrost. Et c'est précisément dans les entrailles de cette terre hostile que des chercheurs ont débusqué un virus congelé depuis 30 000 années, un virus juste en sommeil et que des scientifiques français ont pu réveiller dans ce laboratoire de Marseille. Le voilà, le pitovirus sibéricum, tellement gros qu'il est visible au simple microscope optique, une sorte de mammouth dans la famille des virus. Il est beaucoup plus gros que les virus habituels, puisque un virus de la grippe, par exemple, fait un volume 1000 fois plus faible que celui-ci. Gros par la taille, mais sans aucun danger pour l'homme. Aujourd'hui, le pitovirus est stocké dans cette cuve d'azote liquide à moins 196 degrés. C'est qu'il est précieux, car il est peut-être le premier d'une longue série. Il existe dans les couches profondes du permafrost des virus qui sont réactivables, des gros virus à ADN qui sont réactivables. Donc il faut maintenant se poser la question de savoir de quoi sont composés ces sols.
faire un recensement vraiment de tout le matériel génétique qui peut s'y trouver. Car l'enjeu est de taille. Le nord de l'Arctique possède des ressources minières et va attirer de multiples équipes humaines pour les forer. Alors les chercheurs voudraient être sûrs qu'en creusant, les hommes ne tomberont pas sur des virus toxiques. Nul n'a oublié qu'au début du siècle, 12 archéologues sont morts d'avoir fouillé la terre d'Égypte pour exhumer le tombeau de Toutankhamon. Morts, intoxiqués par un champignon tueur qui dormait à l'abri de la royale sépulture. Une page d'histoire maintenant. On célèbre cette année le centenaire de la Grande Guerre. Dans les prochains mois, on parlera bien sûr des batailles, des tranchées. Mais avant cela, cette question ce soir. À quoi ressemblait notre vie quotidienne en 1914 ? Quels loisirs, quelle hygiène ? Quelle place pour les femmes dans la société? Un livre référence très concret vient d'être publié. Nicolas Lemarinier, Jean-Marie Lequertier. 5 mars 2014. Remonter le temps d'un siècle, c'est partir à la découverte d'un pays peu instruit, pas très propre, peuplé de paysans. La France du 5 mars 1914 réserve des surprises. Le matin, on ne se lave pas, il n'y a pas d'eau courante dans les maisons. À peine prend-on un bain 1 fois par semaine. Le visage juste débarbouillé, les enfants vont à l'école, le niveau est faible. Le certificat d'études, seulement 1/3 des enfants de 12 ans le décrochent. Il y a 8000 bacheliers français en 1914. Les autres savent tout juste lire, écrire et compter, comme l'explique cet historien qui a étudié la France d'avant-guerre. Il ne faut pas s'imaginer qu'ils connaissent tous la liste complète des départements avec les préfectures et les sous-préfectures. Il est normal qu'un instituteur ait dans sa classe un résidu de mauvais élèves. C'est pas grave, il trouve une place dans la société. L'avenir des enfants est tracé, les champs ou l'usine. Les paysans représentent près de la moitié de la population active. Les ouvriers, eux, un peu moins de 30%. La journée de travail dure 10 heures. Le chômage n'est pas vécu comme une fatalité. Exemple, dans les ateliers de construction automobile. Vous avez un chômage saisonnier qui est récurrent, parce qu'il y a des moments où les entreprises embauchent et puis des moments où elles... Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont en mauvaise situation. Durant toute l'année 1913, les usines Renault fabriquent 4500 voitures, pas une de plus. Dans les rues des villes, les automobiles sont encore rares. Le moyen de transport le plus utilisé, c'est la marche. En 1914, la France compte 41 millions d'habitants. Dans les familles, plusieurs générations vivent sous le même toit. Parfois jusqu'à 5 personnes dans une pièce unique, à la campagne comme à la ville. Chaque femme a 2 enfants en moyenne. Contrairement aux idées reçues, elles n'ont pas attendu la guerre de 14 pour intégrer en masse le monde du travail. Elles sont domestiques, elles sont servantes de ferme, ou dans la couture. Les femmes n'ont pas le droit de vote. La bourgeoise des beaux quartiers n'est pas la plus émancipée. Elle ne se marie pas toujours par amour, elle ne fréquente pas toujours qui elle veut. Si jamais elle a un amant, il faut surtout que ce soit extraordinairement caché, clandestin. Donc c'est tout de même une femme sous contrainte. L'espérance de vie des femmes est de 52 ans, 48 ans pour les hommes. Mais attention, c'est une moyenne, tirée vers le bas par la forte mortalité infantile. En 1914, le loisir le plus populaire, c'est la promenade. La radio n'existe même pas. Au cinéma, Chaplin est un jeune débutant et la guerre n'est qu'une ombre lointaine. Voilà, photographie de la France il y a 100 ans. On prend de la hauteur pour terminer avec une image qui choque. Regardez, le toit du monde, l'Everest, comme on le voit rarement. L'Everest souillé de plastique, souillé de cartouches d'oxygène et autres déchets. C'est aussi cela l'Himalaya. Eh bien, les autorités locales veulent en finir. Désormais, les alpinistes devront ramener 8 kilos de déchets en plus des leurs à leur descente sous peine de poursuites judiciaires. Arnaud Ursule, Denis Sébastien. Il trône majestueusement sur la chaîne de l'Himalaya. L'Everest, à 8848 mètres d'altitude, le plus haut sommet du monde, offre un spectacle à couper le souffle. Mais derrière la carte postale, le toit du monde dévoile une réalité moins flatteuse. Des pentes jonchées de déchets, des boîtes de conserve, canettes de soda, bouteilles d'oxygène, résultat de centaines d'expéditions depuis 1953 et le néo-zélandais Edmund Hillary, qui a été le premier à atteindre le sommet.
À un moment, le camp de base de l'Everest était la plus haute décharge du monde à cause des bouteilles d'oxygène laissées par les équipes. Ils montaient avec au sommet, mais ne les redescendaient jamais. Selon les autorités locales, il y aurait 50 tonnes d'ordures sur l'Everest. Du coup, depuis quelques années, les alpinistes doivent rapporter leurs propres déchets. Un bureau le vérifie au retour de chaque expédition. Mais ce n'est pas suffisant. Alors le gouvernement népalais vient d'adopter une mesure drastique. Désormais, chacun devra ramasser en plus de ses propres déchets 8 kilos de détritus abandonnés sur les pentes, sous peine de poursuites judiciaires. Pour ce guide de haute montagne, qui a déjà gravi l'Everest, à ces altitudes où l'oxygène est rare, ce sera très compliqué, parfois même une question de vie ou de mort. C'est sûr, quand on est là-haut et qu'on sent qu'on est en danger, à haute altitude, même si l'itinéraire est facile, on ne va pas s'amuser à ramasser des poubelles, c'est sa vie qu'on sauve, c'est pas un sac poubelle. En plus de ses vêtements, l'alpiniste porte un sac à dos d'environ 10 kilos, une bouteille d'oxygène de 3 kilos, avec 8 kilos de déchets. Il descendra donc l'Everest avec 21 kilos sur le dos, à moins d'employer plus de Sherpas, ces porteurs népalais. Il faut dire que ces touristes de l'extrême ont les moyens. Ils déboursent entre 25 et 40 000 euros pour s'offrir une expédition sur le toit du monde. Une image de football enfin, le Brésil s'affiche bien comme le grand favori de la Coupe du Monde qui se jouera chez lui dans quelques mois. En match amical à Johannesburg, il a écrasé l'Afrique du Sud 5-0 avec notamment un triplé de Neymar. Voici 3 de ses buts. Merci de nous avoir suivis. D'abord ce rappel comme chaque semaine, 6 Français sont toujours retenus en otage, 2 en Afrique de l'Ouest et 4 en Syrie. En voici les portraits, nous ne les oublions pas. Tout de suite part en mode d'emploi, puis le Grand Bleu avec Philippe Verdier, c'est la météo et un téléfilm inédit, 3 femmes en colère, 22h20, n'oubliez pas, la parenthèse inattendue avec Frédéric Lopez. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Toute l'info en continu sur le site et l'application France TV Info.